Retour au débat de France 24. La Russie a donc enterré aujourd'hui son ambassadeur en Turquie, Andrei Karlov, assassiné en début de semaine à Ankara. Le monde a retenu son souffle dans la crainte d'un éventuel étincelle qui aurait pu faire partir un conflit, mais il n'en est rien. 3 jours plus tard, on le voit, les deux pays semblent avancer de concert dans l'espoir de pouvoir identifier les commanditaires de cet assassinat et de poursuivre leur rapprochement déjà entamé. On en discute avec ici même Denis Unal, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Avec nous également Dimitri de Koshko, journaliste à Russia Beyond the Headlines. Gaïd Minassian, vous êtes journaliste au Monde et vous enseignez également à Sciences Po Paris. En duplex de Genève, Asni Abidi, le directeur du CERNAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Dimitri de Koshko, je vais peut-être vous laisser répondre d'abord à Gaïd Minassian qui, il y a quelques instants, a évoqué le rôle de la Russie et de la Turquie sur le territoire syrien, ce partage plus exactement des rôles entre d'une part la Russie à qui on laisse d'une certaine manière les mains libres pour vider Alep Est de ses rebelles et la Turquie pendant ce temps qui peut sécuriser sa frontière, pouvoir éloigner notamment les mouvements kurdes et bombarder, comme on le voit actuellement dans le nord, des villes occupées par le groupe État islamique. Quelle est votre réponse ? Alors je dirais d'abord, parmi les parrains qu'on a cités tout à l'heure, on a oublié 2 qui sont très importants, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite tout de même. Qui sont ceux qui ont financé tout de même tous les groupes djihadistes qui mènent la guerre civile en Syrie depuis 5 ans. Certes aussi avec une implication d'autres pays qui ne sont pas de la région, malheureusement nos pays, les pays occidentaux, mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier ces parrains-là, parce que c'est sans doute ceux qui ont joué peut-être un rôle auprès de l'assassin de l'ambassadeur russe. Qui n'ont pas intérêt à un rapprochement entre la Turquie et la Russie. Donc, entre la Turquie qui est plutôt, bien sûr, leur allié dans cette coalition. Qui ont une rivalité aussi bien avec la Turquie qu'avec l'Iran, avec lequel donc, les Russes ont discuté avant-hier, sur la Syrie, justement, et qui ont leurs propres objectifs, bien évidemment. Notamment, il n'est pas évident que le Qatar ait renoncé au passage de son gazoduc, notamment par la Syrie, qui était une des raisons de la guerre civile qu'il y a eu en Syrie, quand même. Difficile à dire. Alors maintenant, qu'il y ait eu un accord entre Erdogan et Poutine, si vous aimez personnaliser, mais entre la Russie et la Turquie, qui est un accord de réalpolitik. Je suis d'accord, effectivement. Bien évidemment qu'entre la Russie et l'Empire ottoman, avec l'osmanisme, le néo-osmanisme, disons, d'Erdogan aujourd'hui, on ne peut parler que de réalpolitik entre les deux. Mais leurs intérêts, notamment économiques, sont incontestablement très complémentaires. Oui. La Turquie intervient beaucoup dans l'économie russe et grâce aux sanctions européennes et américaines, il faut bien dire que la Turquie, après la fâcherie de l'avion, a repris encore des positions, notamment dans l'agroalimentaire, dans le BTP et dans pas mal d'exportations qu'ils font vers la Russie. En plus, compte tenu que les Américains ont interdit le passage de ce qu'on appelle le South Stream, du gaz qui devait passer par la Bulgarie, les Américains ont interdit ça à la Bulgarie, et bien du coup, ça risque de passer par la Turquie, avec beaucoup de réticence de la part des Russes, mais dans la mesure où il n'y avait pas d'autre moyen de faire, finalement, ça arrange les deux, et la Turquie et la Russie, et peut-être d'ailleurs l'Europe, puisqu'on viendra chercher le gaz en Turquie. Gazmination. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas laisser dire ça. La Russie a unilatéralement décidé d'arrêter le South Stream parce qu'elle était en crise, elle n'avait pas les moyens de financer un deuxième pipe sur le sud. C'est pas vrai, les tuyaux y sont en Bulgarie. Non, dans le sud, le South Stream n'aura pas lieu. On parle du Turk Stream, mais pas du South Stream. Je veux dire, il y a le Nord Stream qui passe par la Baltique. Pour ceux qui comprennent bien, c'est un gazoduc qui passe sous la mer Noire, qui achemine le gaz de la Russie vers les pays d'Europe méridionale, en passant. Alors, il était prévu que ça passe par la Bulgarie, et là, il y a un nouveau projet qui a été validé au mois d'octobre. Ça devait être au départ le South Stream. Il y a eu refus de la Bulgarie, attention. D'abord, la Russie, sous pression américaine. Ils l'ont avoué eux-mêmes. La Russie a décidé toute seule d'arrêter le South Stream parce que ça coûtait trop cher. Ils se sont repliés sur un autre projet. Mais si, écoutez, moi je ne sais pas, j'ai demandé à toutes les sources russes, ils m'ont jamais dit ça. Relisez vos dépêches. Ils n'ont jamais dit ça. Et ensuite, là où on ne peut pas aussi dire que la Russie et l'Arabie Saoudite sont en froid, dire il y a un rapprochement russo-turco
turco-israélo et même israélo-saoudien et même saoudien-russe. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire obstruction, barrage à l'Iran, qui est en train de s'ouvrir. Donc la Russie et l'Arabie saoudite ont des intérêts, la Russie et le Qatar ont des intérêts communs. Bien sûr, c'est plus complexe que ça parce qu'on ne peut pas schématiser de manière aussi caricaturale que ce que je viens d'entendre. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne dis pas que tout ce qui est dit relève du fantasme, mais il y a une part un peu trop mécanique et schématique qui consisterait à dire qu'on est uniquement dans une réelle politique. Non, c'est plus complexe que ça, et il faut arrêter d'opposer les uns aux autres. Il y a des complémentarités turco-russes, mais aussi saoudo-russes. Et Qataro, il faudrait rajouter le Qatar, qui vient quand même de mettre de l'argent dans la privatisation de Rosneft. Exactement. Donc mais on peut c'est pas très dire, contradictoire. Mais voilà, certes, donc on peut pas mais il uniquement n'empêche dire qu'ils continuent à avoir leurs intérêts et poursuivre leur politique. À hauteur de 20% ça n'empêche dans pas. Rosneft. Oui, Denis Zunal, sur ce projet Turkish Stream. Alors donc, je vais revenir sur l'économie parce que, en fait, quand les relations turques et russes ont repris avec la visite d'Erdogan, je pense que c'était au mois d'octobre. Voilà, la signature, en tout cas, de Turk Stream, c'est le mois d'octobre. Mais il est parti, je crois, c'était au mois de septembre, 9 septembre, quelque chose comme ça, en Russie. Et l'essentiel des projets qui ont été signés, ça a concerné l'énergie. Et dans l'énergie, qu'est-ce que nous avions donc le projet Turk Stream. Et ce projet-là vient d'être officiellement vraiment mis en route là, il y a quelques semaines. Et il y aura deux oléoducs. Il y a une oléoduc qui est destinée à la Turquie et une autre qui est destinée à l'Europe. Ce qui est destiné à la Turquie va se faire certainement. Et après, on va voir avec l'Europe ce qui va se passer. Et là, c'est très important. Et aussi, si je reviens, la centrale nucléaire d'Akkuyu, qui a été signée, qui a été mis, qui va être réalisée par les Russes. Ça a déjà commencé. Ça a été mis au rang des projets prioritaires par l'État turc, du coup, qui est financé aussi par l'État turc. Avec ces deux projets, sans entrer dans les détails, la Turquie s'est mise main liée au pouvoir russe, il faut le dire, parce que sa dépendance énergétique va devenir très, très importante. Jusqu'à présent, la Turquie était pratiquement à 50% dépendante de l'énergie russe. Et il essayait de diversifier, notamment avec la crise de l'avion de chasse russe. Mais maintenant, c'est sûr, là, on entre sous influence russe et sans pouvoir se retourner. Hasni Abidi, vous êtes toujours avec nous en direct de Genève. Ce qu'on entend là, ça laisse supposer évidemment un rapprochement qui va au-delà des pures questions de court terme entre la Turquie et la Russie. Finalement, est-ce qu'à terme, la Turquie n'a pas tout simplement intérêt à quitter l'OTAN ? C'est une question difficile, elle est même difficile pour la Turquie. On sent très bien l'agacement des Turcs vis-à-vis d'abord de l'OTAN, mais vis-à-vis de l'Union européenne. Mais je pense que ce que la Turquie va gagner, c'est elle a toujours demandé depuis le déclenchement de la crise syrienne, cette zone sécurisée, la no-fly zone. Et aujourd'hui, grâce à la Russie ou avec le soutien de la Russie, sur le sol syrien, elle va l'avoir. Il y a un élément qui est très très important aussi, c'est que pour la Turquie, on est passé de Bachar comme l'ennemi numéro 1 à plutôt le mouvement kurde, c'est-à-dire le PKK ou des autres comme par exemple les unités de défense du peuple kurde en Syrie. Et ça, c'est un changement à mon avis stratégique pour la Turquie, et elle est en passe d'obtenir un petit peu l'accord de la Russie et même d'autres pays. La Turquie est le poids lourd sunnite de la région, indispensable même à la Russie pour après. On est passé d'autre chose. Souvenez-vous de l'accord de Genève ou de la résolution, on parlait donc d'un organe de transition par la Syrie. Les Russes et Poutine est conscient, il est pragmatique, il sait que cette victoire militaire, elle a besoin d'une traduction une traduction politique. Et cette traduction politique, la Russie, son rôle est déterminant. Non seulement elle va faire taire les autres pays, en tout cas comme les pays du Golfe, mais aussi les services turcs aujourd'hui, c'est eux qui négocient avec la rébellion. Hormis, bien sûr, l'ex-François Jabhat Fath Hacham et l'État islamique, c'est les services turcs
qui négocie. Donc, on est vraiment entré dans le vif du sujet. On est passé d'un organe de transition à ce qu'on appelle un organe représentatif. Et la réunion qui va avoir lieu au Kazakhstan, plus la réunion 8 février à Genève, montre en effet qu'il y a aussi un plan après ce qui s'est passé à Alep. Et la Russie a besoin de la Turquie pour ce plan politique, et la Turquie aussi va mobiliser les autres ressources importantes. Je crois qu'entre la Russie et la Turquie, c'est un cas d'école. On a un conflit très important où il y a tous les ingrédients presque d'un affrontement militaire, mais grâce à la géographie, grâce à l'économie, grâce aussi à la conjoncture difficile, à la fois pour les Russes avec l'Union européenne et les Américains qui nous renouvelent les sanctions économiques, mais aussi la Turquie qui est dans une situation difficile interne, mais aussi économique. L'économie et la géographie sauvent cette relation, finalement, une relation très difficile et un mariage aussi presque contre nature. Hasni Abidi, vous pensez, comme l'a dit Dimitri de Koshko, sans évidemment présumer de l'identité, enfin des commanditaires de l'assassinat de l'ambassadeur, mais qu'en tout cas, des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite pourraient avoir un réel intérêt à faire dérailler cette entente? Non, c'est très difficile. Même les Turcs et les Russes sont d'accord. Vous avez remarqué, ils ont utilisé le même presque vocabulaire, une provocation pour torpiller le rapprochement entre la Turquie et la Russie. Oui, et on prête beaucoup de rôle et un rôle beaucoup plus important aux pays du Golfe dans la relation entre la Turquie et la Russie et même dans la crise syrienne. On a assisté à Alep une démonstration, à mon avis, importante pour montrer les limites de l'influence des monarchies du Golfe dans la crise syrienne. Je ne parle pas de l'acheminement des armes qui a été fait, supervisé par les amis de la Syrie et donc par la communauté internationale, hélas. Dimitri de Koshko, cette réunion qui a eu lieu cette semaine, au lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur à Moscou. C'est une coïncidence. Oui, pure coïncidence, mais qui montre effectivement que malgré effectivement cet événement qui en d'autres temps aurait pu avoir des conséquences dramatiques, eh bien, la réalité, finalement, la réelle politique a très vite repris ses droits. Entre la Russie, l'Iran et la Turquie, elle montre qu'aujourd'hui, l'Occident n'est plus à la table des négociations dès lors qu'il est question de la Syrie. L'Occident ne compte plus. Moi, je dirais que, enfin, au niveau des États-Unis, en tout cas, ils se sont un peu éliminés d'eux-mêmes. Parce que quand les Russes leur demandaient d'abord de mener des opérations en coordination ou ensemble au niveau militaire, ils se sont heurtés à un refus. Quand, dans l'évacuation d'Alep, et notamment au moment où il y a eu le cessez-le-feu pendant presque un mois, ils demandaient aux Américains de les aider à neutraliser un couloir humanitaire en mettant des soldats américains et des soldats russes ensemble et des soldats syriens. Les Américains ont refusé. Quand les Russes ont demandé que les Américains leur montrent enfin où étaient les fameux modérés par rapport aux non-modérés parmi les djihadistes, les Américains n'ont jamais répondu, n'ont jamais voulu les montrer. Donc toutes les coopérations... Alors en plus, quand il y a eu le cessez-le-feu agréé entre Lavrov et Kerry... tout de suite après, ce cessez-le-feu a été cassé par un bombardement, soi-disant par erreur, sur Deir ez-Zor par les avions américains. Et Deir ez-Zor n'était évidemment pas un endroit pris au hasard, puisque c'est l'endroit d'où pouvaient s'évacuer notamment des djihadistes venus de Mossoul. Donc, Deir ez-Zor, ça n'a pas été par erreur que le bombardement a été fait, mais on peut soupçonner qu'il y a eu des désaccords entre le département d'État et le Pentagone, ou certaines tendances du Pentagone. Là, on est en fin de règne à Washington, et donc c'est toujours très difficile d'arriver à s'y retrouver. Mais il n'empêche qu'à cause de ça, les Américains se sont un peu exclus du jeu. Quant aux Français, malheureusement, on s'était exclus depuis longtemps, puisqu'on a des a priori... Une position très hostile vis-à-vis de l'Iran, notamment. On ne peut rien faire, et vis-à-vis de Damas. Et vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad. Si vous faites des discussions politiques, vous êtes bien obligé de les faire, même avec des gens que vous n'aimez pas. Hasni Abidi, votre point de vue sur ce que vient de dire Dimitri de Koshko, vous qui connaissez bien aussi la situation en Syrie? Non. Alors, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui même à Genève, il y avait une réunion d'experts. Les Américains étaient là, les Russes ils étaient là, et d'autres pays étaient là. Les Américains ne se sont pas exclus d'eux-mêmes. Les militaires n'ont jamais... Non, bien sûr. Absolument, ne sont pas exclus d'eux-mêmes, mais il y a une divergence de point de vue. Je peux vous attester que les deux panels, la réunion des experts militaires et la réunion des experts politiques, elle a une régularité mieux qu'une horloge suisse. Et ça se passe très bien entre les experts russes. Et vous demandez à n'importe quel diplomate, je suis à 200 mètres de la réunion où se passe au Palais des Nations de Genève. Et donc, les Français ont toujours répondu présent, les Américains
et les Russes aussi, sur toutes les questions, y compris même l'évacuation et le type d'armement des rebelles, sans parler des accès. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois qu'il y a une pression. C'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine veut, disons, trouver une issue à cette crise avant l'arrivée de Trump. Pas parce qu'il craint Trump, mais parce qu'on sait qu'aussi Trump obéit à l'Amérique profonde. Il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et il ne veut surtout pas que l'arrivée de ces nouveaux pouvoirs court-circuite son plan destiné à trouver une issue politique. Maintenant, il reste, c'est quoi la solution? Parce qu'on sait que la Russie a besoin des fonds européens, a besoin des fonds américains, a besoin des fonds des pays du Golfe, puisque la Russie a parlé de la reconstruction de la Syrie et d'Alep. Maintenant, quel est le prix qui a été demandé par les Européens, qui est demandé, mais aussi par les pays voisins arabes? D'abord, réduire l'influence de l'Iran, et deuxièmement, demander la tête de Bachar, pas tout de suite, mais en tout cas dans une transition. Je crois qu'on va s'acheminer plutôt à un règlement politique où on sauve la face de tout le monde. Denis Lunal. Mais je voudrais quand même dire que la superpuissance qui est actuellement en train d'organiser la situation en Syrie, c'est pas les États-Unis, c'est quand même la Russie. Et parce que cette réunion qui a eu lieu, moi je dirais pas forcément que c'était une coïncidence, l'assassinat de l'ambassadeur russe. On n'en sait rien. C'était programmé avant, et du coup, la veille, l'ambassadeur a été tué. En tout cas, il se passe des choses très, très profondes. Si on ramène la question aux Turcs, c'est quand même sous l'influence russe. Vous voulez dire que l'ambassadeur a pu être assassiné par des personnes qui étaient hostiles ou qui avaient des intérêts contraires à cette réunion qui allait se dérouler à Moscou? En tout cas, cela a été évoqué dans la presse turque et d'après ce que j'ai pu lire en turc dans la presse russe. Ça pouvait être l'une des raisons, et dans la presse iranienne. Et alors, donc je ne dis pas que c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est quand même la Turquie, c'est pas avec les États-Unis qu'elle essaie d'intervenir en Syrie maintenant, c'est avec la Russie et l'Iran. Et ça, c'est un énorme changement. Avec les deux pays, elle avait toujours des relations importantes, mais la mise à l'écart des États-Unis... Et là, la Turquie s'accommode notamment de la présence de l'Iran à la table. Ah oui, bien sûr. Excuse-moi, Gaël, je voudrais juste dire, pour la défense, économiquement, dans cette fameuse réunion entre Erdogan et Vladimir Poutine, et ensuite dans la réunion de G20 par la suite, il a été question aussi de l'industrie de la défense. Et il se trouve que la Turquie se rapproche beaucoup et très demandeuse pour avoir des missiles antiaériens russes, ce que l'OTAN lui a refusé. Les patriotes, par exemple, peuvent être donnés à l'usage des Turcs, mais il est interdit que la Turquie puisse les acheter. Et la Turquie a une énorme déception par rapport à l'OTAN dans cette affaire. Dans un premier temps, elle s'est orientée vers la Chine. Elle était à deux doigts d'acheter, mais l'OTAN ne lui a pas permis en disant, dans ce cas-là, il faudrait que tu sortes de la protection intégrée. Mais maintenant, elle y va certainement vers la Russie, et il y a des projets de défense en commune. Il faudrait que la Turquie ait une déception vis-à-vis de l'OTAN. Elle sait que l'OTAN ne lui fait pas confiance, et du coup, elle aussi, elle se sent pas en sécurité. Donc, il faut prendre vraiment au sérieux quand Erdogan parle de groupe de Shanghai comme une alternative, non seulement à l'Union européenne, mais par rapport à l'OTAN. Il y a tous les partenaires qu'il désire, non seulement la Russie, mais aussi la Chine. Et ça, on n'a pas le temps d'entrer là, mais dans les routes de la soie, de toute une série d'investissements qui concernent tous ces pays, eh ben, il y a quelque chose on est aux prémices peut-être d'une nouvelle ère. D'une nouvelle ère. Okay. Voilà. D'abord, évitons les thèses du complot, presse russe, presse turque et presse iranienne. On connaît, ce ne sont pas des presses libres. Sont plus ou moins aux ordres du pouvoir dans les trois pays. Donc, restons prudents et regardons... On peut généraliser les choses. Non, je généralise pas. C'est trois régimes autoritaires. Et donc, vous avez vu ce que la Turquie... Regardez depuis le coup d'État... Il y a beaucoup de variétés dans la presse. Regardez la presse turque. Je ne connais pas bien la presse turque. Regardez la presse turque depuis le coup d'État. S'il vous plaît, regardez la presse turque depuis le coup d'État et on verra. Et la presse russe en Russie n'est pas libre, et on le sait. Et la presse iranienne n'en parle pas. On sait qui on le sait. Mais on le sait bien.
pas. Edwin Nation. Donc ce qui m'intéresse, c'est que effectivement, on rentre dans une nouvelle ère. Nous sommes dans un monde d'interdépendance. Alors effectivement, on voit bien des choses qui sont en train de se passer en coulisses ou pas, etc. Mais ce qui est en train de changer, c'est qu'effectivement, l'Occident ne peut plus dominer le monde comme il le dominait jusqu'à il y a quelque temps, mais les autres ne peuvent pas faire aussi ce qu'ils veulent tout seuls. La Turquie est au milieu de tout ça parce qu'elle fait partie de l'Alliance Atlantique et en même temps, elle cherche des débouchés ailleurs. Oui. Le problème, c'est que la Turquie, pour revenir à ce qui a été dit précédemment sur l'OTAN, la Turquie ne quittera jamais l'OTAN. Il faut arrêter de penser que la Turquie quittera l'OTAN. Elle a trop intérêt à jouer aussi la carte avec l'OTAN. D'autant que maintenant Trump va arriver et qu'apparemment les relations entre les États-Unis de Trump et Erdogan vont être plutôt au beau fixe, donc ça va s'améliorer. L'Iran a une carte à jouer dans la région. La Russie a aussi sa carte à jouer dans la région. Elle revient dans la région avec la Syrie, etc. Mais donc c'est un affaiblissement de l'Occident qui profite à donc c'est un affaiblissement de l'Occident parce que l'Occident a ses propres, je dirais, failles et ses propres dysfonctionnements. Mais bon, de là à parler de l'isolement des États-Unis, non. De l'Union européenne, non plus. Parce que voilà, on est dans une même ère géographique assez forte. Ce qui est intéressant, c'est plutôt que la Syrie est en train de devenir le tombeau de l'ordre mondial. Et c'est ça qui, en fait, pose problème. Et je vous confirme que la ville d'Alep a donc été totalement évacuée. Alep-Est, en tout cas, totalement évacuée de ses civils et de ses combattants. Alep est donc reprise par le régime. C'est ce qu'indique à l'instant un communiqué de Damas. Voilà, restez avec nous. Tout de suite, la suite de l'actualité, cette fois vue du net. Un œil sur les médias. Un œil sur les médias, c'est l'actualité du net avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et les médias russes d'abord qui affichent leur proximité avec la Turquie. Alors c'est vrai, depuis cet assassinat de cet ambassadeur, un certain nombre de médias ont fait passer le message de médias russes que ça ne remettait pas en cause la relation privilégiée entre la Russie et la Turquie. C'est le cas de Sputnik dans cet article qui évoque une opération de déstabilisation qui a échoué. Non, la guerre russo-turque n'aura pas lieu, peut-on lire malgré l'assassinat d'Andrei Karlov. Mieux que cela, la Russie, l'Iran et la Turquie ont décidé d'accroître leur collaboration. Une façon d'envoyer un message très clair. Pourtant, un certain nombre d'éditos, notamment dans la presse française, soulignent tout de même que le président turc est quelque peu fragilisé malgré les apparences. Pas forcément dans sa relation avec la Russie, mais parce que la coopération de la Turquie avec Moscou au sujet de la Syrie ne fait pas forcément l'unanimité dans le pays. C'est aussi l'idée qu'on retrouve dans cet article publié dans la presse belge. L'assassinat de l'ambassadeur russe expose un décalage entre le pouvoir et l'opinion, en soulignant qu'entre la politique de rapprochement d'Ankara avec Moscou et une partie de l'opinion excédée par l'intervention russe, il y a évidemment un gouffre qui s'est créé et finalement Erdogan va tenter de saisir chaque occasion pour redorer son image. Et il y a cet exemple largement commenté sur les réseaux sociaux. Vous avez vu cette petite fille dont on a beaucoup parlé, Bana El Abed, qui a tweeté l'enfer d'Alep depuis déjà de longues semaines. Elle a été accueillie en Turquie et cette image a été largement commentée par la principale intéressée qui, sur son compte Twitter, a dit à quel point elle était ravie d'avoir rencontré M. Erdogan. Alors ça a suscité des réactions contrastées. Il y a ceux qui sont éblouis par cette image de chaleur humaine, comme cet internaute. Et puis il y a ceux qui ironisent sur cette famille prétendument non politisée. C'est le cas de Walid. Cet opposant à Erdogan trouve que c'est une histoire qui finit moins bien qu'elle a commencé. Il avait d'abord tweeté, Bahar Kim Jong-un, cette image, une bonne nouvelle d'Alep, la petite Bana est saine et sauve. Mais il a rajouté ce tweet, un happy end gâché avec cette image de Erdogan, mais aussi beaucoup d'internautes qui soulignaient comment jeter la pierre à cette petite fille et à sa famille. On ne peut pas lui jeter la pierre. Qui a vécu ce qu'elle a pu vivre à Alep? En tout cas, cette image a été très commentée ces dernières 24 heures. Merci beaucoup Karim. Voilà un œil sur les médias. Je remercie au passage nos invités durant ce débat, Denise Unal, merci à Dimitri Dekochko, à Gaïd Minassian et depuis Genève à Asni Abidi. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.